Donc, je vous parle d'Autriche. Donc, vous voyez derrière moi, c'est le Danube autrichien. J'aimerais remercier les organisateurs pour cette belle occasion de partager quelques-unes des expériences que nous avons vécues au niveau du Danube. Je vais vous parler de la restauration de fonctions et services écosystémiques. Je vais vous donner des exemples du Danube, comment les approches modulaires nous permettent de connecter des processus naturels et des connexions sociétales. Donc, ce travail est basé sur plusieurs projets internationaux et nationaux et j'aimerais me concentrer en particulier sur deux études de cas, une étude sur le bassin du Danube et une deuxième étude qui concerne un tronçon supérieur du Danube après cela. Comme nous le savons tous, l'état des eaux européennes, et là je vais être bref, n'est pas très bon. Et surtout, si on regarde l'Europe centrale, on voit qu'il y a beaucoup d'eau qui souffre de conditions écologiques moyennes ou mauvaises. Et ceci est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de mesures d'ingénierie qui ont entièrement transformé nos systèmes fluviaux. Et cette transformation est montrée ici. Ce sont des informations qui viennent d'une étude mondiale et en bas à gauche, on a les réglementations, les sédiments. Nous avons construit beaucoup de barrages. Ce n'est pas le focus de ma présentation aujourd'hui. Nous avons régulé beaucoup de cours d'eau d'un point de vue hydrologique et morphologique. Et ceci veut dire que nous avons changé les schémas de connectivité. J'aimerais donc souligner ces restaurations de plaines plates. Tout d'abord, il faut comprendre quelles sont les menaces actuelles vis-à-vis de la biodiversité. Voici un aperçu global de la situation du Danube. Donc, il y a beaucoup de graphiques. À gauche, vous avez des changements en termes d'utilisation de terre. À droite, on a des changements hydromorphologiques et puis il y a d'autres menaces à droite. Moi, je vais me concentrer sur les changements en termes d'utilisation de terre et de changements hydromorphologiques. Donc, on va du tout en haut du Danube jusqu'en bas du Danube. Il y a eu des expansions urbaines, donc au bas du Danube, mais les changements hydromorphologiques, les schémas hydroélectriques, des structures au niveau des berges, c'est dans l'autre partie. Donc, comment est-ce que cela impacte la biodiversité? C'est ça la question qu'on s'est posée. Et donc, nous avons mis sur pied un modèle de la biodiversité qui est basé sur cette approche réseau. On va utiliser des informations provenant des moteurs, on va regarder les pressions, l'urbanisation, des transformations en termes de stabilisation de berges, on va regarder la navigation et d'autres indicateurs, des changements de forme, des changements de parties transversales, les structures hydroélectriques. Toutes ces choses impactent des processus d'érosion, des schémas de connectivité au niveau du système général. Et donc, on a des bioindicateurs. C'était la première étape pour construire ce modèle de biodiversité pour tout le Danube. On a utilisé les données, les informations disponibles dans les rapports internationaux pour les zones Natura 2000, par exemple. On a utilisé ces informations, on s'est concentré sur les espèces vertébrées. On a choisi des espèces particulières, des mammifères, des poissons, des oiseaux, et on a construit ce modèle multifonctionnel. La question clé, c'était quel est l'état
des plaines d'inondation du Danube, quelles sont les meilleures approches pour améliorer leurs conditions écologiques et quels sont les facteurs qui sont les plus pertinents? Donc, on a utilisé ce modèle de la biodiversité que je viens de vous présenter, mais on a également travaillé sur un modèle de service écosystémique d'un point de vue humain. On voulait répondre à la question, quelle est la multifonctionnalité de ces plaines d'inondation? Donc, on a utilisé le modèle ARES et on a combiné ces deux approches. On a essayé de prédire les services écosystémiques et on a essayé de faire une optimisation multi-objectif. Donc, on a regardé la multifonctionnalité. On voulait voir quelles étaient les plaines d'inondation qui avaient les meilleures performances et là où il fallait introduire des mesures. Ensuite, où est-ce qu'il y avait des processus de flux inversés en fonction de la couverture de terre, quel est le degré d'infrastructure pour certaines zones. Et troisième point, on voulait regarder la condition de ces plaines. Est-ce que ces plaines ont été entièrement transformées ou seulement partiellement transformées? Et c'est ce qu'on a vu, c'est que si on utilise un cadre de modélisation, on peut modéliser tout le bassin du Danube. Et ceci a donné des informations très cohérentes. Tout d'abord, si vous regardez tout en haut à gauche, je vais essayer d'utiliser mon pointeur. Donc, vous voyez, il y a différents groupes. Donc, pour la conservation, donc on a toutes les espèces qui sont présentes. On a les services écosystémiques, puis vis-à-vis de la restauration, donc vous voyez déjà, il y a des lacunes, il y a des espèces qui ont disparu. Et enfin, on a seulement des restes en termes d'atténuation. Donc, nous avons développé une démarche pour essayer de nous guider vis-à-vis des mesures nécessaires. Et donc, on l'a appliqué à tout le Danube et on a pu montrer que, bon, on a identifié 3000 km² de zones prometteuses pour des travaux de restauration. Nous avons identifié d'autres zones également et il y avait une concordance élevée avec le réseau Natura 2000. Mais si on parle des vraies communautés, des systèmes dynamiques, il y a vraiment beaucoup de lacunes. Donc, on a un bon chevauchement en termes de système lentique, mais on a des mauvaises correspondances si on considère d'autres espèces. Et donc, on a une bonne concordance avec les plans de restauration. On a pu profiter d'autres informations pour de l'ICR. Donc, on a passé 18 mois à faire le travail de modélisation et on a eu beaucoup d'informations et on a regardé les efforts, les cibles qu'il fallait suivre. Donc, maintenant, je vais vous donner plus de détails sur une étude de cas sur la partie supérieure du Danube. Comment est-ce que nous pouvons comprendre les systèmes écosystémiques, quels services jouent quel rôle et les plans futurs, comment les évaluer? On a considéré les services de régulation et les services culturels et on a également pris en compte le plan développé par l'autorité de l'eau autrichienne. Donc, on s'est penché sur les mesures simples, donc des reconnexions de bras latéraux, donc dans la partie supérieure, donc qui a un caractère alpin. On a créé des sections avec de multiples bras latéraux déconnectés à cause des systèmes de régulation. Mais si on réouvre cette partie supérieure, on peut changer de système. Donc, il y avait des possibilités. L'idée, c'est de simplifier à l'avenir en baissant
ces structures que vous voyez à l'écran. Donc, il y a quelques exemples. Voici la partie autrichienne du Danube. Il y a également des exemples allemands dans des sections endiguées où on a besoin d'infrastructures plus grandes. Donc, le plus qu'on a d'infrastructures, le plus on a besoin de mesures. Mais ce n'est pas le focus de la présentation d'aujourd'hui. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut garder à l'esprit que si on a un système dynamique, si on l'a déconnecté, et pour la partie autrichienne, ça fait 100 ans que c'est déconnecté, il y a de nouvelles situations. Il y a des plaines d'inondation, des lacs, des bassins, des bras latéraux qui sont isolés, qui fonctionnent de manière très différente. Après, si on restaure toutes ces parties, quelles seront les réponses? C'est ça la question. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples des différentes études et après, je vais vous parler de l'approche stratégique et de l'analyse. Tout d'abord, si on regarde les conditions hydrochimiques, on voit que même avec peu d'eau, donc seulement 500 litres par seconde pour cette plaine en Allemagne, on voit qu'il y a déjà une réponse en termes de composants hydrochimiques. En vert, on a le groupe sans connectivité. On compare le groupe de contrôle au groupe d'impact et on voit les réponses. Et on voit que si on regarde l'effet d'hystérise, on a des changements de système avec des inondations, on a des débits plus élevés, on a on voit ici des nutriments qui arrivent et puis on a les conditions post-inondation qui sont un peu différentes à cause des processus dans le système. On peut regarder également la biodiversité. On peut voir l'effet des invertébrés benthiques. On voit des réponses claires. Encore une fois, on a une conception assez simple avant et après, puis on contrôle l'impact. Voici des approches multistatistiques. On voit les groupes, on voit les espèces, on voit les réponses. Surtout, donc en vert et en rouge, on voit l'impact du site ou des sites impactés par les mesures. Donc, côté contrôle, si on fait un zoom, il y a des changements taxonomiques, mais également des changements de fonctionnalité. Donc, il y a un retour vers des conditions fluviales confirmées par la communauté. Ce qui change d'un point de vue fonctionnel, c'est les organismes qui se nourrissent d'algues, les autres se nourrissent d'autres choses. Et on voit une communauté d'algues qui est très active et on a une augmentation en termes de traits fonctionnels de poissons. Donc, on peut prendre ces informations. Donc, je vous ai présenté deux exemples. On peut mettre ces informations dans un cadre prédictif plus grand. Et pour ce faire, on a travaillé sur deux scénarios de restauration. Donc, l'état actuel en haut de la carte. Donc, c'est l'état actuel des plaines d'inondation jusqu'à la frontière. En rouge, on a les systèmes déconnectés. Et dans les cercles rouges, ici, on a les systèmes qui doivent être reconnectés. Il y en a qui sont partiellement reconnectés, mais on parle d'une connexion à 100%, mais on commence avec un niveau d'eau assez bas. Donc, encore une fois, on a dû utiliser les données disponibles, les études disponibles sur l'habitat de faune et de flore. On s'est concentré sur les espèces protégées, les espèces clés. On a utilisé différentes approches de modélisation, des ensembles de données qui datent d'il y a 20 ans. On a également utilisé des informations sur les services écosystémiques. Alors, la première chose qu'on a fait, c'était de
faire la cartographie parce qu'on voulait comprendre les effets spécifiques des mesures de restauration. Donc, ici, sur cette carte, on voit où se trouvent des zones hautement aquatiques avec un chevauchement, avec des écosystèmes, les services écosystémiques culturels, les gens qui se baignent, qui font de la navigation, qui pêchent, mais avec un chevauchement avec des services écosystémiques culturels terrestres, la marche à pied, le vélo. Donc, on a cartographié la zone et on a regardé les impacts de la restauration, les impacts directs, là où il y a eu des reconnexions de bras latéraux, et on a regardé les impacts indirects, l'augmentation d'échanges hydrologiques, la transformation entre la terre et des zones en eau. Et puis, pour résumer, donc, on a fait une évaluation qualitative et quantitative. Donc, on a pris toutes ces zones et on a regardé les changements. On les a classés selon les masses d'eau isolées. Il y avait des masses d'eau dynamiques. On a regardé les changements. Donc, en noir, on a le statu quo. En gris clair, on voit les changements grâce aux mesures. On voit un changement en termes de schéma de répartition et on peut quantifier le tout en termes de zones et on peut utiliser cet aperçu pour se concentrer sur les zones et les habitats qui changent, les espèces qui changent, les communautés qui changent, comme Imis qui se trouve ici. Donc, le tortue de bassin ou d'autres espèces qui se trouvent ici. Et ce qu'on voit, et c'est assez intéressant, c'est qu'il y a des pertes. Il y a des pertes pour des espèces protégées, surtout pour des zones isolées. Il y a également des gains, mais des gains plus élevés. Mais en tout, on est dans le plus, on a une augmentation générale. Alors, pour faire bref, pour résumer, donc il y a des signes clairs de signaux positifs. Il y a des zones de rétention. Donc, on voit ça en kilogrammes par hectare. Et en ce qui concerne les services écosystémiques culturels, pour les différents services, on voit des changements qualitatifs principalement, mais il n'y a pas de changement quantitatif et il y a une tendance vers des changements positifs comme pour la pêche, mais il y a également des changements pour le vélo et la marche à pied parce qu'il y a des pertes. Si on se concentre sur la carte, on voit les impacts positifs de cette restauration dans des zones très grandes pour la disponibilité d'habitat, pour l'expérience de la nature, pour la rétention de nutriments. Tous ces des impacts très positifs. Et pour les services culturels, le vélo, la marche à pied, il y a des réductions parce qu'il y a une réduction d'accessibilité. Dans ce cas, et c'est ça la beauté de cette approche, on voit comment les différentes mesures vont impacter différents services écosystémiques. Il y aura peut-être des impacts négatifs ou alors des compromis. Alors, quels sont les messages principaux? Tout d'abord, nous savons que les plaines d'inondation sont altérées massivement, mais on connaît le potentiel en termes de restauration. Donc, il faut utiliser des indicateurs de biodiversité, mais aussi il faut utiliser des indicateurs de services écosystémiques. Il faut une approche donc combinée parce qu'il y a des possibilités diverses. Il faut donc une approche basée sur la multifonctionnalité et un moteur clé, c'est la connectivité. Deuxième point, donc on suit cette approche basée sur les plaines et cela peut nous guider avec nos actions. Pour la partie supérieure du Danube, on a pu montrer où se trouvaient les gagnants, où se trouvaient les perdants et on a pu voir
l'effet sur différents services et c'est très utile pour des actions de gestion parce qu'il y a des actions qui sont parfois prévues dans un parc national. Enfin, j'aimerais souligner autre chose. Je sais que je dépasse déjà les horaires, mais si on prend cette vision et on prend ces résultats qui sont très utiles pour la science, ce sont des informations qui sont également utiles pour l'éducation parce qu'il faut un changement d'état d'esprit. C'est utile pour les sciences intégrées. Donc, il s'agit pour nous de nous concentrer sur un programme doctoral transversal et on veut également étudier d'autres fleuves parce que c'est très important également. J'aimerais vous remercier de votre patience, de votre intérêt et j'ai hâte d'entamer cette discussion qui sera certainement passionnante.